Extra Local, avec la Banque des Territoires, la banque au service du développement de tous les territoires. Bonjour et bonne année, ravi de vous retrouver dans Extra Local. Cette semaine, nous recevons Olivier Sichel, le directeur général de la Banque des Territoires. La Banque des Territoires qui est en fait plus qu'une banque, elle a été créée en 2018 et c'est en fait une direction de la Caisse des dépôts et consignations. Décryptage dans un instant dans Extra Local, c'est tout de suite. Bonjour Olivier Sichel et bonne année. Bonjour, tous mes vœux. Meilleurs vœux en cette année. Merci d'être avec nous durant cette petite heure durant laquelle vous allez nous expliquer un peu le fonctionnement de cette Banque des Territoires et également évoquer l'actualité des régions avec 3 journalistes de nos belles régions que je vous présente tout de suite. À commencer par, pour la première fois avec nous, Anne-Sophie Pédéguer qui nous vient de Limoges, rédactrice en chef adjointe du Populaire du Centre. Vous représentez ici, on peut le dire, la Nouvelle-Aquitaine. C'est cela. Bienvenue Anne-Sophie et bonne année à vous. Merci. Claire Stenlen, qui est une habituée ici et de retour parmi nous. Bonne année Claire. Merci, également, à vous vous aussi. représentez la Bonjour. Bretagne et le Télégramme, où vous êtes journaliste politique, entre autres, et culture. Bonjour Claire. Et puis Alexis Marie est également de retour parmi nous, journaliste à la République du Centre, à Orléans. Et vous représentez, on va dire, le centre Val-de-Loire. Voilà, 3 régions de France représentées. Avant de démarrer, on a une petite habitude, on va en savoir un petit peu plus sur notre invité. On a un petit questionnaire de Proust qu'on vous a concocté. Et je vous propose de démarrer avec Anne-Sophie qui vous pose une première question de ce questionnaire. Alors, la première question, elle est un petit peu vaste, mais en même temps, ces dernières années, s'il y avait une loi qui vous a marqué, ça serait laquelle? Ah, je crois que c'est quand même la suppression de la peine de mort. C'est quand même un très grand moment, le Banataire. Merci. Alors, une loi emblématique. Claire, on enchaîne avec une deuxième question de ce questionnaire de Proust. Oui, on est sorti un peu des questions classiques sur vos personnages préférés, parce qu'on sait que vous aimez beaucoup le numérique, vous êtes ancien patron de Wanadoo. Vous avez créé en 2015 le premier think tank consacré à la souveraineté numérique. Donc je me demandais sur quel réseau Et surtout social... qui a permis la condamnation de Google. Ah oui, ah ouais, à une amende historique. Record, effectivement, donc, position dominante. Voilà, donc plutôt que de vous parler de Napoléon, on s'est dit qu'on allait vous parler d'un sujet. Est-ce qu'il y a un réseau social sur lequel vous êtes beaucoup? Est-ce que vous passez du temps sur les écrans et sur quoi? Alors oui, je suis beaucoup sur Twitter, sujet extrêmement polémique aujourd'hui, on le voit bien avec Elon Musk, oui. Mais c'est un réseau que j'ai connu très très jeune et que je trouve très réactif, très utile pour suivre l'actualité. C'est à la fois un canal d'expression très important pour les décideurs, très important aussi pour les médias, pour les journalistes. Les politiques. Voilà, je suis très très peu sur Facebook, je l'ai été au début, mais je trouve que c'est quand même un petit peu en perte de vitesse. Et j'utilise plus LinkedIn comme un répertoire professionnel et parfois un canal pour faire des expressions très très longues, parce que, à la différence de Twitter, en 140 caractères, LinkedIn permet une expression un petit peu plus longue. Pas de TikTok comme certains ministres Non, ni TikTok. Et en revanche, sur Instagram, là, c'est plutôt photo. Et comme je me déplace beaucoup dans les territoires, j'ai pris un peu une habitude, j'ai un Instagram très particulier de photographie de monuments symétriques. Alors, vous voyez les mairies républicaines, les hôtels républicains, les monuments symétriques. Ouais. Ça veut dire quoi? Vous irez voir sur mon Instagram, ça veut dire que vous les prenez de face et généralement, vous avez une architecture symétrique. D'accord. Vous aimez bien la symétrie? Oui, j'aime bien ça. C'est le côté institutionnel. Institutionnel. Vous payez donc l'abonnement Twitter? Alors non, je ne paye pas l'abonnement Twitter. Moi, je suis resté dans le Twitter ancien mode. Voilà, mais j'ai la chance de ne pas être trop piraté quand même. Et vous ne faites pas de vidéo, du coup? Et non, je fais très peu de vidéos. Okay. Allez, Alexis, ça tombe bien. À vous pour la question. Moi, ma question, c'était de savoir quel était votre livre préféré. Si vous étiez plutôt roman historique, polar, peut-être bande dessinée. Je me posais cette question. Je suis plutôt littérature générale. Les livres préférés, ça reste Le Rivage des Sirtes de Julien Gracq. Ouais. Un monument de notre littérature. Plutôt des classiques, donc vous vous retrouvez dans ces ouvrages-là, même si c'est du 20e. Hein, oui, c'est pas non plus. C'est pas non plus Stendhal Flaubert. D'accord. Ok, merci. Donc le dernier livre du Prince Harry, ça, c'est pas possible de fait. Le suppléant, ça vous parle? Oui, ça me parle. En revanche, dans le contemporain, il y a un auteur quand même que j'aime beaucoup, qui est Marc Duguin.
qui justement sur les questions de numérique, d'humanisme, de transhumanisme, est quelqu'un qui réfléchit beaucoup à ces questions-là, qui est à la fois capable d'être éditorialiste et puis capable de faire des romans qui appellent à la réflexion sur l'impact du monde numérique vers lequel on va. C'est vrai que vous venez vous-même du monde numérique. Moi, j'ai passé 20 ans dans le digital. Donc, dans le digital, dans le privé aussi, vous avez fait un sacré bond vers le public et la Banque des Territoires, qui est donc j'ai commencé par diriger à la page.com, qui était un des pionniers du commerce électronique, puis j'ai dirigé Wanadoo pendant de nombreuses années. On a fait tout le développement de la DSL. Ensuite, j'ai fait du capital risque, une société qui s'appelle Sofinova, qui est un pionnier du capital risque, dans laquelle on a aidé plusieurs sociétés à se développer, qui ont été des grands succès. Puis après, je suis revenu dans l'opérationnel avec le guide.com, qui était un leader européen des guides de shopping, et qui a eu effectivement un petit problème, comparateur de prix, un comparateur de prix, et qui a eu effectivement quelques soucis avec Google, qui ont amené à la condamnation de Google par abus de position dominante, ce qui était une très grosse rupture. C'est Margaret Verstager qui a pris la décision. Donc, vous l'avez dit, première amende de Google, montant historique 2,7 milliards. Et puis l'arrêt d'un modèle de Google qui consistait en fait à faire levier sur sa position dominante dans la recherche générale pour attaquer tous les moteurs de recherche verticale, à commencer par le shopping. Je pense qu'on n'aurait pas fait ça. Aujourd'hui, vous chercheriez à comparer de l'assurance, vous auriez Google Assurance. Vous chercheriez à acheter votre voiture d'occasion, vous auriez Google Car. Vous avez complètement changé de métier quand même. Oui, ça a changé. Et ensuite, finalement, il y avait longtemps dans la concurrence des amendes sur des entreprises un peu classiques. On se souvient sur les lessives. Mais vous, personnellement, vous avez changé de métier un petit peu. En venant après à la Banque des Territoires, oui, tout à fait. Le spécialiste du numérique, de ce dont vous parlez, la Banque des Territoires, c'est autre chose. C'est une grosse rupture, Alors justement, on va en savoir un petit peu plus sur cette Banque des Territoires. C'est une banque des notaires, on peut dire, un prêteur du logement social, 35 implantations locales. Vous êtes une direction de la Caisse des dépôts et consignations. D'ailleurs, la Caisse des dépôts et consignations qui vient d'inaugurer un nouveau siège régional. Nous avons les images à Bordeaux. Voilà, en Nouvelle-Aquitaine. Je crois qu'il y a 16 directions régionales de la Caisse des dépôts et consignations. Alors, on est dans les chefs-lieux de région, parce qu'on est quand même une organisation institutionnelle, donc on a calé notre organisation sur les institutions, mais on a gardé, c'est très important, des implantations là où il y a de l'activité. Donc, à Limoges, on a un siège à Limoges. Puis on a à Brest, en Bretagne, aussi une équipe. On a une équipe à Nice, on a une personne en Polynésie. On veut vraiment avoir un maillage territorial très très important parce que l'une des valeurs de la Banque des Territoires, sur laquelle on a construit la Banque des Territoires, c'est la proximité. Et le grand changement, quand on a mis en place la Banque des Territoires, avant, beaucoup de choses se décidaient à Paris. Par exemple, pour l'investissement, tout se décide à Paris. C'est-à-dire que les directeurs régionaux n'avaient aucune délégation. Désormais, la moitié des décisions d'investissement, elles se prennent en région. C'est un grand changement. Et en Alsace également, c'est votre région de prédilection. Oui. J'avais oublié de vous poser ma question rituelle. Votre région de prédilection, c'est bien l'Alsace. C'est l'Alsace. Vous y êtes né. Exactement, je suis né à Strasbourg, j'ai fait mes études à Colmar. Et là aussi, il y a donc une direction régionale. Je voudrais rappeler que le chef-lieu de la région Grand Est, c'est Strasbourg. Oui. Mais on a gardé effectivement une implantation à Châlons et puis une implantation à Nancy. Mais le siège de la direction régionale est à Strasbourg. Ici aussi, on a ce qu'on appelle la question cash. Et c'est Anne-Sophie qui va vous la poser, cette question cash, avec pas mal d'actualités en ce moment. Merci Marion. C'est vrai qu'on a l'habitude dans nos rédactions, quand on fait le point tous les ans sur effectivement l'activité de la Banque des Territoires, on a l'habitude d'être submergé en fait par énormément d'infos parce que la banque intervient sur énormément de domaines et en fait ce qu'on peut se poser comme question c'est que c'est en fait à quoi sert la banque globalement. Là cette année on l'a vu tout à l'heure, là le taux vient d'être du livret A vient d'être relevé à 3%, donc ça va changer un certain nombre de choses, notamment pour le logement social. Mais il y a aussi tout un tas d'autres domaines dans lesquels vous intervenez. Comment les gens peuvent s'y retrouver en fait dans ce que vous faites? C'est vous qui collectez le livret A. Absolument. Les fonds de livret A, de l'épargne réglementée. Exactement. Le livret A, dont on a beaucoup parlé parce que le taux vient d'être relevé. Il est collecté par les banques. Ce sont les banques qui les collectent. Donc, vous allez au Crédit Agricole, vous allez à la Banque Postale, vous allez à la BNP, vous ouvrez votre livret A, mais il est centralisé à la Caisse des dépôts et c'est la Banque des Territoires qui prête cet argent. Elle prête cet argent qui est livré à, qui est l'épargne des Français. Elle prête aussi l'argent des notaires, vous l'avez dit. Tous les fonds des notaires et puis toute une série de fonds sont collectés à la Caisse des dépôts. Et c'est cet argent que nous mettons au travail.
et nous le mettons au service des territoires. Et ce qui nous unit, c'est le développement des territoires. Et c'est vrai que le développement des territoires, ça va dans plusieurs directions, et ça dépend des territoires. Ce n'est pas la même direction à Brest, où on va avoir des activités autour du port, autour de la mer, que les activités à Orléans, que les activités à Limoges. Dans la région de Limoges, par exemple, on a financé le double de la grotte de Lascaux. Il n'y a qu'un Lascaux et il est dans votre région. Et évidemment, il n'y a pas ce privilège-là en Bretagne ou à Orléans. Donc c'est vrai qu'on va dans beaucoup de directions, mais ce qui nous unit, c'est vraiment d'aider les territoires à se développer. Et nos clients, ce sont les élus. Ce sont les élus qui viennent nous voir en disant « voilà, j'ai tel projet qui va dans telle direction. Est-ce que la Banque des Territoires peut m'aider pour le financer ?» Sauf qu'en pratique, souvent, il vient plutôt avec une idée. Il va falloir déjà qu'on le structure. Et on fait beaucoup de ce qu'on appelle d'ingénierie. On est un grand pourvoyeur d'ingénierie pour dire « voilà, monsieur le maire, vous avez un projet, faire un double de Lascaux. Réaménager le port de Brest pour accueillir la prochaine industrie des éoliennes offshore. Sur Orléans, rénover un quartier. Sur Angers, étendre le tram. Eh bien, vous avez besoin d'études pour y voir un peu clair, pour voir quelle va être la structure. Et la faisabilité aussi. Et la faisabilité. Et ça, c'est des sujets que vous traitez beaucoup chez Extra Local, qui est toute cette ingénierie, tout ce montage pour aider l'élu à transformer ses projets en réalité au service des habitants des territoires. Et c'est 400 projets par an, c'est ce que vous disiez, c'est à peu près... 400 projets, ce sont les investissements qu'on fait. Et donc ça, c'est 2 milliards chaque année, qui sont vraiment ce qu'on appelle des investissements, c'est-à-dire qu'on va devenir actionnaire des différentes structures des projets. Ça peut être des éoliennes offshore, ça peut être des structures qui vont déployer du très haut débit. Je pense dans le Val-de-Loire, à Val-de-Loire haut débit, qui va apporter la fibre dans toutes les zones rurales. Et à côté de ces 400 projets, vous avez toute une foultitude de prêts qui sont accordés aux collectivités locales, aux opérateurs de logement social pour construire et rénover des logements sociaux. Quel est le pourcentage justement pour le logement social? C'est 12 milliards chaque année de prêts, dont à peu près 10 à 11 pour le logement social, le solde étant en prêt aux collectivités locales. Et c'est vrai que la hausse du livret A n'est pas une bonne nouvelle pour ces bailleurs sociaux. Non, c'est pas une bonne nouvelle. Ça renchérit le coût du financement. Ça renchérit le coût du financement et donc on a toute une série de mesures d'accompagnement. Alors après, les bailleurs sociaux ont l'habitude, ils ont toujours été financés par le livret A et ils ont l'habitude d'avoir des à-coups que l'on sait amortir. Il faut rappeler qu'il y a encore 2 ans, le taux du livret A était à 0,5%. C'était exceptionnellement bas. Donc ça a été de grandes années où, à ce moment-là, ils ont pu construire, ils ont pu lancer beaucoup de projets. Et puis, mais là, ça monte vite. Même si, effectivement, il y a une grosse inflation. On vient d'apprendre le dernier chiffre, 5,2% sur l'année 2022. Voilà. Et quand vous êtes un bailleur social, donc certes, vous empruntez à la Banque des Territoires pour vous financer, mais vos recettes, ce sont les loyers. Et les loyers, ils suivent aussi d'une façon ou d'une autre l'inflation. Alors tout ça est régulé. On est dans un environnement qui est profondément administré. Vous avez vu, c'est Bruno Le Maire qui a annoncé le taux du livret A. Mais les loyers des logements sociaux, ils sont aussi administrés. Donc tout ça fait qu'on arrive à s'y retrouver et que c'est la Banque des Territoires et le groupe Caisse des dépôts qui est le grand argentier de tout ce dispositif qui fonctionne déjà depuis des décennies et des décennies. Je suis l'héritier d'un secteur qui a eu l'habitude de construire beaucoup et de gérer beaucoup. Alors justement, vous parlez de grand argentier. On va continuer à parler argent avec la question éthique. Et c'est Claire qui vous la pose. Et après, on passe à notre première partie. Question éthique. Ouais, votre slogan de la banque, c'était de la Banque des Territoires, c'est l'intérêt général a choisi sa banque. Vous avez parlé de votre parcours, on a regardé nous aussi votre parcours de prêt, et vous êtes passé par le capital risque, par Sophie Nova. Est-ce qu'on prête de la même manière est-ce qu'on investit de la même manière quand on est dans un fonds ou quand on a justement, quand on est à la tête de la Banque des Territoires? Absolument pas, absolument pas. Alors est-ce qu'il y a une question éthique justement qui rentre en compte? Il y a une question éthique qui rentre en compte et ce qui nous guide, c'est l'intérêt général. Et vous avez vu, donc la signature de la banque, c'est l'intérêt général a choisi sa banque. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Parce que tout ça, c'est des mots, et il faut voir exactement. Par exemple, quand on prête, nos prêts sont au même tarif, quelle que soit la taille des collectivités locales. Donc quand je prête à Paris, c'est le même taux que quand je prête à Nueil-sur-Layon pour être dans votre région. Quand je prête à un bailleur social, quand je prête à Paris Habitat, ça va être exactement le même tarif que Rennes Habitat. En revanche, je vais pouvoir faire des tarifs plus bas
en termes de prêt quand je vais loger et faire des logements très sociaux par rapport à des logements qui seront un peu plus qualitatifs. Donc, ce qui va guider en fait ma rémunération, c'est plus c'est social, plus ça va être avantageux. D'accord. De la même façon, sur l'investissement, je vais aller sur des investissements qui vont avoir une rentabilité qui sont inférieures au marché. Et je vais pouvoir prendre plus de risques. Par exemple, sur le déploiement du réseau dans les zones rurales, des fibres optiques, bien, sur les zones denses, c'est les opérateurs qui le font. Et je n'ai pas du tout de raison d'aller sur Paris, sur Bordeaux, sur Orléans ou sur Rennes. En revanche, dans les zones rurales, là, vous avez les opérateurs qui disent c'est moins dense, ça va être plus difficile à rentabiliser, c'est plus cher aussi parce que les lignes sont plus longues. Et là, nous investissons. Allez, on va avancer et on va parler de tout cela dans nos prochaines parties. Voici la première partie, Extra. Et dans cette première partie, nous abordons des thématiques qui vont au-delà du local, extra-local. Et on commence par le journal des régions vu par Roselyne Pagès, c'est Territoire Hebdo. C'est une tournée qui pourrait bien se raréfier. À Saint-Paterne-Racan, la Poste va prendre son temps. Dès mars, les courriers non urgents ne seront plus distribués au quotidien, mais de façon hebdomadaire. Une expérimentation qui suscite plus ou moins d'inquiétude selon les générations. Ça permet d'impacter moins sur la pollution et ces choses-là. Donc d'un côté, moi j'aime bien. J'ai une maison vraiment isolée, quoi. Donc moi, c'est important que le facteur y passe, même pour ma propre sécurité, quoi. Je veux dire, il m'arrive quelque chose, ben, personne ne s'en rendra compte. Les détails de l'expérimentation restent encore à déterminer, mais le scepticisme est partagé par le maire de la commune. C'est hyper important qu'à la ville, mais aussi et particulièrement dans les milieux ruraux, qu'on conserve nos services publics. Un stock de bois et des économies à la pelle. Ce client girondin a fait ses comptes. Avec cette livraison, sa cheminée pourra flamber, mais pas ses dépenses de chauffage. L'électricité, je serai à 3 500 € d'électricité. Avec le bois, je suis à 1 500. Son fournisseur aussi fait de bonnes affaires. Ses commandes ont été multipliées par 3 et le chèque bois mis en place par le gouvernement attise la demande. Conséquence, les prix sont en surchauffe et la pénurie se rapproche. Ça a augmenté de 15 à 20 € le ster. Par rapport à l'année dernière. Ouais. L'inflation du gasoil, les matières premières qu'on achète qui sont très chères, pas assez de main-d'œuvre dans le boulot qu'on effectue. Ça engendre qu'il n'y a plus de bois dans le marché, quoi. Tour by night actuellement, voilà ce que ça donne. Des enseignes éclairées au-delà d'1 h du matin et une police municipale qui contrôle. Il s'agit de recenser les contrevenants à l'arrêté ministériel stipulant l'extinction des feux pour les magasins entre 1 h et 6 h. On va certainement faire un petit peu de courrier où on va faire des passages pendant les moments d'ouverture, enfin les horaires d'ouverture, pour sensibiliser les gens et on va procéder aux mises en demeure. Les commerces en infraction risquent 1 500 € d'amende. Autre type de sobriété, le mois sans alcool. En Bretagne, défi ou mission impossible? Le dry quoi? Le dry January, le mois de janvier sans alcool. Ah, ça se voit, non? Les clients, on en a entendu peut-être 2 qui allaient tenter de faire le mois sans alcool. Ouais. Mais concrètement, dans les bars, c'est vrai que c'est compliqué. Quant à ses clients, ils pourront toujours essayer le mois sans tabac en novembre prochain. Alors c'est un janvier sobre pour vous, Olivier Sichel? Ah oui, c'est un janvier sobre. Toujours. À tout point de vue. Oui, est-ce qu'il y a un sujet qui vous interpelle? Oui, le sujet sur la Gironde, c'est très intéressant, l'énergie sur le bois, parce qu'en Gironde, on a investi dans une centrale photovoltaïque, qui est la plus grosse centrale photovoltaïque d'Europe, qui est sur le site de Labarde et qui fournit de l'électricité pour un Bordelais sur 7. Et c'est dans une ancienne décharge, donc un terrain très pollué, qui était impropre à d'autres utilisations, sur lesquelles on a installé tous ces panneaux photovoltaïques. Et du côté de la Banque des Territoires, nous, on représente chaque année 20% des capacités d'énergie nouvelle renouvelable installées en France. Alors avec du photovoltaïque, avec de l'éolien offshore, avec parfois de la géothermie, avec de la méthanisation. Donc on est un acteur très très important du financement des énergies nouvelles renouvelables.
Et je crois que ce qui est encore plus important, c'est qu'on le fait avec les collectivités locales et on a vraiment la préoccupation qu'il y ait une bonne acceptation de la part des populations locales de ces nouvelles énergies. Y compris pour la méthanisation ça... Oui, c'est un vaste sujet, effectivement, il en faut, je pense que c'est comme tout, mais il ne faut pas non plus qu'il y ait des méthanisateurs à tout bout de champ, me semble-t-il, et parfois dans certaines régions qui sont un petit peu tranquilles, rurales, etc., où il y a un certain confort de vie, c'est vrai que l'irruption d'un ou plusieurs méthaniseurs peut poser question, et voilà, je voulais savoir si vous ressentiez cet attachement des habitants, et ils veulent bien partager, effectivement, mais peut-être pas non plus que ce soit à leur encontre. Absolument, et quand on travaille de la méthanisation, on le fait souvent avec les syndicats intercommunaux, je pense par exemple à la Mayenne, et dans ce cas-là, on veille à avoir des méthaniseurs qui soient vraiment à taille humaine, et qui soient vraiment pas des espèces de grosses entreprises qui vont apporter des nuisances, hein. Et donc, dans l'approche que l'on a souvent avec les élus, on fait visiter les méthaniseurs où les gens s'aperçoivent « Ok, d'accord, je vois bien comment ça fonctionne. Tiens, je pensais que c'était plus gros, je pensais que ça sentait plus mauvais, je pensais qu'il y aurait plus de nuisances. » Et finalement, c'est bien pour l'agriculteur et ça produit effectivement du gaz bio. Donc, on a vraiment chaque fois une approche dans nos projets. On mesure la rentabilité financière, on en a parlé, mais on mesure aussi les aspects extra-financiers, avec un principe qui est vraiment de ne pas créer plus de nuisances que ce qu'on apporte. C'est vrai que si on fait de la méthanisation, mais que derrière, on a une nuisance très forte sur l'environnement, il ne faut pas le faire. De la même façon, sur l'éolien... Mais c'est ce qu'on va en parler tout à l'heure. Ah bah non, on va en parler maintenant d'ailleurs. Parlons-en maintenant de ces nuisances, parce qu'il y a les nuisances olfactives et il y a les nuisances sonores, notamment concernant les éoliennes. Il y a un parc éolien breton qui est en voie de démantèlement. Vous êtes peut-être au courant. Alors, on regarde le sujet et puis Claire en reparle. Les pales de ces éoliennes ne tourneront plus. Après 12 années de combat contre ce parc éolien en service depuis maintenant 1 an, l'association Vent de Discorde savoure la décision du Conseil d'État qui a pris en compte l'atteinte à la commodité du voisinage. Un soulagement pour Pascal, l'une des riveraines les plus proches. On a le bruit quand il y a beaucoup de vent, on a la gêne visuelle avec les lumières le soir, et puis on a les ombres portées le matin. Le débat n'est pas d'être pour ou contre l'éolien. Là, nous, notre sujet essentiel, c'est de dire qu'on a des éoliennes XXL, 180 mètres de haut quand même, il faut le rappeler, situées dans un mouchoir de poche à 500 mètres des premières habitations. Celles-ci font 140 mètres et sont à l'arrêt. Nous sommes à Guerne, toujours dans le Morbihan, et c'est en janvier dernier que le Conseil d'État a jugé illégal ce parc composé de 3 éoliennes, dont acte, nous dit la mairie, malgré quelques regrets. Déjà avoir 3 grosses éoliennes comme ça à l'arrêt, je trouve ça un non-sens, quoi. Depuis, surtout dans le contexte actuel où on recherche de l'énergie. Donc, quelque chose qui est en place, qui est arrêté pour une juste raison, sans doute. Hein. Je ne discute pas la raison. C'est un gâchis, industriel, parce que c'est un équipement industriel. La mairie ne s'oppose pas pour autant à d'autres projets éoliens, mais fort de cette expérience, les sociétés candidates à la construction et à l'exploitation devront approfondir leur étude de faisabilité de façon très poussée. Oui, alors comment on fait? Et ça coûte cher tout ça, puisque la Banque des Territoires finance les éoliennes et finance aussi pour les enlever ou... Exactement, vous avez raison, vous mettez le doigt sur un sujet que nous faisons. La Banque des Territoires, donc ça fait partie de la Caisse dépôt et consignation, et il y a un mot qui est consignation. Dans la loi, normalement, quand vous construisez l'éolienne, vous devez consigner le prix, le coût du démantèlement de l'éolienne. Et ça, c'est quelque chose qui est très important, parce que là, la décision a été prise par la justice, donc il va falloir la mettre en œuvre. Mais si vous avez un opérateur industriel qui vous dit « Ok, très bien, malheureusement, je n'ai pas l'argent, et puis j'ai fait faillite parce que ces éoliennes, j'ai financées eh bien, vous avez une somme qui est mise en consignation à la Banque des Territoires et qui correspond au coût de démantèlement de ces éoliennes, parce que c'est des grosses installations. Donc c'est tout un système qu'il faut bien mettre en place et qui est plutôt bien fait dans la loi française. Parce que ces énergies renouvelables, c'est ce que disent toujours les gens, c'est que tout le monde est d'accord pour les avoir, sauf c'est not in my backyard, pas dans mon jardin, quoi. Et c'est ce qu'on voit là, c'est qu'ils ont respecté la loi, mais de manière peut-être très stricte,
Sauf que, en fait, 180 mètres à 500 mètres, ça ne fonctionne pas. Donc peut-être qu'il faut. Jugés illégaux même. Ouais. C'est ça. Certains sont jugés illégaux et d'autres sont effectivement. En fait, projets démantelés comme ça. Combien d'éoliennes démantelées? Je ne pourrais pas vous dire, mais ils ont respecté la loi. La réalité, et ça, c'est au bout de 5 ans de direction de la Banque des Territoires, c'est que je vais vous dire, ça ne suffit pas. Ouais. Quand on fait un projet dans un territoire, il faut s'occuper de l'acceptabilité par les territoires. Pas juste se dire c'est la loi et ça passera. C'est la loi et ça passera. Et en réalité, ça ne passe pas. Parce que ce soit tous les projets, je pourrais vous dire la même chose sur le logement social. Quand vous installez un moment du logement social, vous avez des voisins qui ne sont pas contents d'avoir du logement social. Mais d'ailleurs, il y a plein de villes qui ne font pas les quotas et qui ne construisent pas. Tous les projets que l'on fait, les gens sont tous d'accord pour avoir le très haut débit, mais à un moment, il faut installer un nœud de raccordement optique. Et aussi. Donc, il y a tout un travail d'éducation à faire que font admirablement, généralement, les maires, mais qui est important, qui est un travail de pédagogie. Pour revenir en Bretagne, par exemple, et là, on était dans les éoliennes en Bretagne. Moi, j'ai beaucoup discuté avec les élus bretons en disant pourquoi il y a des éoliennes en Bretagne, pourquoi, par exemple, il n'y a pas plus d'hydrogène. Elle dit, mais monsieur Sichel, pour l'hydrogène, il faut de l'eau. Et en réalité, en Bretagne, on n'a pas suffisamment d'eau. Vous seriez dans un autre territoire, qui est riche en eau, dans le nord, dans l'est, on ferait pour l'hydrogène. En revanche, on a du vent. Et donc, c'est possible. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut juste respecter la loi. Des énergies qui sont produites, s'il y en a une partie qui sont à l'arrêt, vous voyez, ça ne fonctionne pas, quoi. Bah oui, mais ça, de toute façon, là, on a eu un gros problème énergétique en France, à commencer par l'arrêt du parc nucléaire, qui a été à source de beaucoup de problèmes tout cet hiver. Alors, comment la Banque des Territoires finance le nucléaire? Alors, la Banque des Territoires ne finance pas le nucléaire à date. Non. Là, c'est fait par EDF. Peut-être à l'avenir, pour le nouveau nucléaire, ça pourrait être un emploi pour le fonds d'épargne. Mais à date, nous ne sommes pas du tout engagés sur le nucléaire. Sur le nucléaire, pas encore. Alors, donc, il y a eu la loi sur les énergies renouvelables, cette semaine qui a été adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale. Je vais vous proposer une autre loi dont on parle beaucoup en ce moment, un projet de loi, c'est la réforme des retraites, dont tout le monde parle et qui va mobiliser dans la rue très prochainement. Les 12 organisations syndicales sont d'accord, ce qui est rarement le cas, et elles vont toutes défiler à partir du 19. La semaine prochaine, et puis il y a 3 autres dates de prévues. Alors cette réforme des retraites, je vous propose d'écouter ce qu'en pensent les Français dans nos régions. Dans la mesure où le projet distingue les personnes qui ont besoin de prendre leur retraite plus tôt et les personnes qui peuvent attendre un peu plus longtemps, je crois qu'il faut le faire. Personnellement, je me demande jusqu'où on va aller. Est-ce qu'on va aller jusqu'à 70 ans un jour ou voilà. Je travaille dans un milieu où psychologiquement c'est très difficile. Il faut aussi faire des travaux un peu physiques. Et donc 2 ans de plus, ça me paraît compliqué. Je travaille avec des jeunes qui sont en difficulté. Est-ce qu'à 64 ans, j'aurai encore le dynamisme? Je pense qu'il faut regarder la pénibilité et peut-être voir allonger ou raccourcir l'âge en fonction de ça. Je trouve que c'est un peu abusif déjà de prendre une retraite à 62 ans. Du coup, la pousser un peu plus à 64, au final, on n'a pas vraiment de temps de vie. On ne peut pas vraiment profiter. Et on passe surtout du temps à travailler et à économiser pour quelque chose qui, au final, peut-être ne tombera jamais sur nous. Pour moi, ça va, je suis encore en forme. À 53 ans, je me sens bien. Donc jusqu'à 63 ans, 64 ans, je pourrais toujours travailler. Je pense qu'il faut aussi mettre en place des dispositifs. Par exemple, le départ en retraite progressive, enfin des choses comme ça qui soient pensées pour les métiers où c'est impossible de travailler jusqu'à 65 ans. Il faut rappeler que la Caisse des dépôts gère les retraites d'1 Français sur 5. Absolument. Peu de gens le savent. Non. Alors, cette réforme des retraites, je sais que vous avez un devoir de réserve, mais ça vous concerne. Est-ce que vous êtes allé vous connecter sur le site Info Retraite, ce que j'ai fait hier, et c'était complètement bouché toute la journée? Ouais, bon, ça, c'est pas une bonne nouvelle. Ça a été compliqué. Mais je pense que, effectivement, la Caisse des dépôts gère les retraites des fonctionnaires des collectivités locales. Et des hospitaliers. Des hospitaliers, de la CNRACL. Et puis toute une série de régimes spéciaux, par exemple les mineurs, l'opéra. Et donc, on est très impliqués. Enfin, cela dit, on applique la loi. On n'a pas d'avis à exprimer sur le dispositif. Mais peut-être moi, en tant qu'ancien du digital, je trouve que l'idée de donner aux citoyens les moyens de faire ses propres simulations, d'avoir accès à son information et avoir accès à une information personnalisée, je trouve que c'est une démarche qu'il faut saluer. Je crois que c'est extrêmement important que les gens se disent, alors moi, dans ma situation, qu'est-ce que ça va avoir comme impact?
Et ça, c'est des choses que l'on fait beaucoup à la Banque des Territoires, c'est vraiment de mettre en open data un maximum d'informations pour qu'il n'y ait pas des fake news, qu'il y ait une information qui soit validée et qui permette à chacun de se mettre en situation et de voir qu'est-ce que ça a pour impact, qu'est-ce que ça a comme impact. Même si parfois ça peut donner le vertige, effectivement, de se dire, là, c'est vrai, c'est réel, c'est authentique comme indicateur, et là, on se dit, ah oui, maintenant, ça va falloir que je bosse jusqu'à... Voilà. En vertige, mais parfois, c'est aussi un facteur de prise en main de son avenir. Il y a aussi une chose qu'on a faite, qui est le compte personnel de formation, dont on a beaucoup parlé, qui a été une très, très grande réforme, qui a consisté à permettre à chacun de dépenser lui-même son compte personnel de formation après une appli qui a incroyablement bien marché. C'est 2 milliards qui ont été dépensés. Et on a vu des gens qui, avant, n'utilisaient pas leur compte de formation, faire des formations près de chez eux, qui correspondaient à leurs aspirations professionnelles très, très fortes. Et ça, le digital l'a permis. Il va falloir en faire de plus en plus. Si il faut travailler jusqu'à 64 ans, il faut se former de plus en plus, parce qu'il y a l'emploi des seniors quand même derrière. Et ou sinon, on peut se reconvertir. Ça me permet aussi de faire une petite transition, je vous explique. Il y a beaucoup de retraités qui deviennent maires, par exemple. Les maires qui sont vos interlocuteurs, dont certains voudraient être payés, parce qu'ils ne sont pas vraiment payés, ils ont une indemnité. Les indemnités, oui. Et ils sont très pessimistes. Alors, je vous propose de regarder ce dernier sondage fait pour le Journal des Territoires Paradoxa. 6 maires sur 10 sont pessimistes sur leur avenir, entre les factures énergétiques, les rénovations énergétiques, la transition climatique. On sent quand même que les maires, et notamment des moyennes villes, 66% des élus des moyennes et petites villes sont très pessimistes. Et les communes rurales se sentent aussi très, très délaissées. De plus en plus, je vous propose d'écouter cette question mobile, c'est une de nos autres rubriques, qui vient du Gers, d'un petit village dans le Gers, Terme d'Armagnac. C'est monsieur Renaudin, Thibault Renaudin, qui a une question pour vous. Écoutez bien. Bonjour, je m'appelle Thibault Renaudin, je suis maire d'un village de 200 habitants et par ailleurs fondateur du réseau InSite que j'ai créé il y a 4 ans et qui développe un concept de volontariat rural au service des plus petites communes de notre pays, celles de moins de 1500 habitants et de leurs acteurs principaux, les élus locaux et les responsables associatifs qui tous les jours développent des projets au service de leur population dans des conditions souvent très difficiles. Nous sommes aujourd'hui présents dans cette région et accompagnons plus de 150 villages. Je voulais savoir quelle était la stratégie de la Banque des Territoires au service de ces acteurs de l'ultra-ruralité pour les aider à faire reculer le sentiment de déclassement et les déclassements que nous connaissons trop souvent dans nos villages ruraux qui représentent plus des 2/5 de notre population. Merci. Merci. Alors, Monsieur Sichel, une réponse? Alors, c'est le programme Petite Ville de demain qu'on a lancé avec le gouvernement, qui est le petit frère d'un autre programme qui avait très bien marché sur les villes moyennes, qui s'appelait Action Cœur de Ville. Action Cœur de Ville, c'était les 234 villes moyennes, Vierzon, Vesoul, Dieppe, Fécamp, Colmar. Mais là, ce sont des toutes petites communes. Ça, c'est Action Cœur de Ville. Petite Ville de demain, c'est la strate en dessous. Et là, vous êtes sur 2000 communes qui sont des bourgs, qui font office de centralité. Et là, on a adapté le programme de façon très différente. C'est de l'ultra-ruralité. C'est encore plus loin. C'est encore plus petit. C'est encore plus loin. Comme dans le monde de l'entreprise, les TPE. Effectivement. Mais déjà, si vous voulez, vous avez les PME qui correspondent au cœur de ville. Et justement, notre réponse est vraiment ce programme dans lequel on met surtout à disposition de l'ingénierie. Et de l'ingénierie qui va consister à mettre auprès du maire un chef de projet qu'on cofinance, donc de l'intelligence en proximité, parce que c'est ça dont ils ont besoin. Souvent, ils nous disent « Non, mais moi, j'ai pas les moyens, j'ai une toute petite mairie. N'imaginez pas que ce soit la ville de Paris ou une métropole qui puisse se payer des ingénieurs, des cadres. » Et donc là, on a recruté quand même pas mal de chefs de projet qui sont placés auprès du maire et qui vont essayer justement de développer les projets et de passer à l'action. Donc là, on n'est pas dans l'investissement, on n'est pas dans le prêt, on est véritablement dans de la compétence mise à disposition du maire pour développer ces projets. Thibault Renaudin, avec Exactement. son site InSite, d'ailleurs, qui recrute des bénévoles, des jeunes bénévoles, mais qui vont dans des communes encore plus petites que celles dont vous parlez, manifestement. Vous êtes complémentaires. Donc, parce que irriguer la ruralité, ça doit être compliqué, beaucoup plus qu'il y a beaucoup moins de demandes que d'irriguer un centre-ville. Vous voyez, j'imagine qu'il y a... Tout à fait. Et généralement, dans ce cas-là, on passe par des intermédiaires que sont les départements.
C'est-à-dire que la Banque des Territoires reste quand même un organisme assez ramassé. Hein. En région, on a 1000 personnes. Vous savez bien, il y a 36 000 communes en France. Donc, pour s'occuper des villes moyennes, là, il n'y a pas trop de problème. On le fait, il y en a 234. Pour le programme Petites Villes de demain, on a passé par de l'intermédiation avec les départements qui les connaissent bien. Là, on est au niveau du canton et c'est généralement eux qui vont s'occuper de recruter les chefs de projet et de faire arriver les crédits en plus de proximité. D'accord. Allez, on va parler de tout ça dans notre deuxième partie intra, mais juste avant, je vous propose 3 unes de nos 3 journaux, des unes récentes, et vous allez en choisir une, celle qui vous parle le plus. Le Populaire du Centre a titré récemment sur la culture en demi-teinte. Le Télégramme revient sur la mise en retrait de Noël Le Graët, voilà, de la Fédération française de foot. La République du Centre, elle, titre sur la chasse mieux encadrée. Est-ce qu'il y a une thématique, une qui vous plaît davantage? Moi, je prendrais celle sur la culture. Hein, parce que c'est Anne-Sophie qui vous écoute ou qui vous commente. Tout à fait. Alors, je vous explique le contexte de cette une. En fait, c'est des perspectives sur 2023. Et on a fait un état des lieux sur la ville de Limoges, où sur l'année 2023, en fait, les budgets de la ville ont été diminués de 400 000 € sur tout l'aspect culturel, en fait. De l'opéra au centre culturel. Voilà, la ville à trancher. C'est une ville riche en culture publique, Limoges, depuis toujours. Et ce qui nous fait le plus mal, c'est par exemple la foire du livre, qui était une grande affiche à Limoges. Cette année, va être, qui se tenait en centre-ville, va être répartie sur 2 petits sites, un centre culturel et la patinoire. Enfin, vraiment, voilà, la patinoire pour économiser 140 000 € de chapiteaux. Voilà, donc on voit que la culture s'appauvrit. Est-ce que avec la Banque des Territoires, on n'a pas les moyens d'aider cette culture qui s'envole dans nos villes? Réponse rapide. Je pense que c'est une erreur parce que la culture, pour moi, c'est souvent un facteur d'attractivité. Or, dans nos territoires, on a besoin d'attirer de plus les gens. C'est ce qui fait la différenciation de nos pays. Et on a un patrimoine, absolument non. On l'a à Limoges, mais j'étais l'autre fois, il n'y a pas très longtemps, maire de Laon. La cathédrale de Laon, c'est magnifique. Hein. Un petit peu au-dessus de Limoges, vous avez Angoulême. Le Festival de la BD a structuré toute l'attractivité. Aujourd'hui, vous avez toute l'industrie des jeux vidéo, du cinéma, du dessin animé qui vient et qui permet de régénérer la ville. Donc moi, je pense qu'au contraire, il faut investir dans la culture, mais pas investir dans la culture en se disant, voilà, il faut investir dans la culture, c'est bien, mais parce que tout simplement, c'est une question d'attractivité. C'est là où vous différenciez, c'est là où vous donnez envie aux gens d'aller en vacances, aux gens d'aller s'installer, aux gens d'aller travailler. Et la Banque des Territoires investit. Absolument. Dans le Futuroscope notamment. Dans le Futuroscope. Il y a d'autres projets. Allez, on passe à la deuxième partie intra, tout de suite. Allez, dans cette partie, on plonge dans nos régions avec des sujets portés par nos journalistes. Mais tout d'abord, petit détour par la Corse où on rénove également des bâtisses anciennes. Je m'appelle Christian Tom, je suis le maire de Sangavino-d'Itende, petit village de Haute-Corse, avec une population de 71 habitants, plutôt 50 habitants l'hiver, parce que l'hiver est un peu plus rude. Et le projet de reconstruction de la bâtisse date de 2010, étant donné qu'il y a eu beaucoup de rebonds, et notre budget s'élève à 560 000 €. Il y a à peu près 200 ans que les premières pierres ont été posées. La bâtisse principale s'est, avec le temps, dégradée. Nous avons pu conserver une voûte qui, dans les années 1930, abritait un bar. Et nous avons dû, malheureusement, abattre la plupart des murs. Et nous avons eu la volonté de récupérer ces pierres pour pouvoir faire le parement de cette nouvelle bâtisse. On peut dès à présent voir le mariage de la nouvelle construction avec l'ancienne bâtisse et l'utilisation des pierres extraites de la démolition. C'est un travail long et fastidieux puisque chaque pierre est retaillée pour trouver son emplacement le long de la façade et c'est un travail de précision. Cette nouvelle bâtisse va abriter 2 appartements communaux, un T3 et un T4. La volonté est de faire venir des couples jeunes avec enfants pour nous permettre de remonter un peu le nombre d'habitants et aussi donner un peu de vie avec des enfants et permettre à l'école de Saint-Opiate, qui se situe juste à côté, de pouvoir continuer
à vivre. Voilà, l'habitat à la construction, ça fait aussi partie de vos principaux chantiers. Comment est-ce que vous choisissez ces projets à financer? C'est pas nous qui les choisissons, c'est les maires qui nous les apportent, c'est les maires qui viennent avec un projet. Vous voyez, c'est ça, je vais vous dire, pour avoir vu les éléments, je salue les équipes de Corse, c'est même pas les équipes d'Ajaccio. On a une antenne à Bastia, je salue le maire de Bastia, M. Salei, qui est un ami, et donc c'est les maires qui viennent nous proposer ces projets-là. C'est le territoire qui porte le projet. C'est pas nous qui allons dire à ce maire, tiens, parfois on va vous faire ça. retoquez, vous dites ça on finance pas, ça. Oui, ça nous arrive. Ça nous arrive de dire ça c'est pas la bonne solution. Il y aura pas d'équilibre économique. Vous allez gaspiller de l'argent public et vous allez construire quelque chose dans lequel il n'y aura pas d'habitants. Ça, on le fait, mais avec les élus sont en confiance avec nous. Ils savent que si on leur dit écoutez ça, vraiment on n'y croit pas, on va essayer de leur dire en revanche on pourrait le faire un petit peu différemment. Donc c'est toute cette discussion qu'on a qui peut se faire qu'avec... Ils n'ont pas peur de vous solliciter, de vous interpeller justement, de dire ça marche pas, mais au moins ils osent absolument, poser les bonnes questions. Et c'est la confiance qui se fait, mais elle ne peut se faire de nouveau que sur cette valeur de proximité. C'est-à-dire que si le maire doit prendre son avion, venir à Paris, voir quelqu'un dans un bureau qui ne connaît pas la région, il n'y a aucune chance pour que ça se passe. En revanche, si c'est quelqu'un qui est là depuis longtemps et qui dit écoutez, je ne crois pas, parce que dans le village d'à côté, on a essayé et on s'est planté, et bien là, vous êtes beaucoup plus crédible. Donc cette proximité, cette confiance, je pense qu'on a réussi à la faire à la Banque des Territoires. Ça n'empêche pas d'en faire encore plus et de progresser. Mais je le vois bien sur l'investissement. Quand je suis arrivé, on investissait chaque année à peu près 500 millions. Cette année, on a fait 2 milliards. Donc on a multiplié par 4 et on a multiplié par 4 le nombre de projets. Donc c'est bien que ces projets avancent et si on a 400 et puis qu'il y a 2 milliards, c'est qu'il y en a quand même quelques-uns qui se font. Ouais. Mais c'est vrai que vous trouverez certainement des élus qui nous ont dit là, la Banque des Territoires ne m'a pas accompagné. D'accord. J'ai vu que la Caisse des dépôts et consignations avait déjà investi près de 12 milliards d'euros dans l'habitat et la construction. On a prêté 12 milliards. De nouveau, je fais la distinction entre l'investissement où à ce moment-là on devient actionnaire des projets, donc là, du prêt où là on s'attend à être remboursé. Alors il y a l'habitat et la construction et puis il y a aussi la rénovation thermique. La rénovation thermique. Très gros acteur. On est donc un très gros acteur de la rénovation des logements sociaux. Il faut dire que le logement social est très en avance. C'est un secteur qui marche bien. Depuis qu'on est arrivé, on a fait 100 000 logements sociaux et le secteur est très tendu vers l'éradication de ce qu'on appelle les passoires thermiques. Les passoires thermiques, absolument. On vient de lancer la rénovation des bâtiments publics. Là, c'est un petit peu plus difficile. C'est la rénovation des écoles, c'est la rénovation des gymnases. Alors, c'est venu, il y a beaucoup plus de demandes maintenant que le prix de l'énergie est élevé, parce que les maires ont à payer la facture. Et il y a une partie dans laquelle on n'est pas présent, mais sur laquelle j'ai beaucoup travaillé l'an dernier à la demande de Bruno Le Maire et puis du ministre du Logement Emmanuel Vargon, qui est la rénovation des logements privés, les passoires thermiques privées, parce que vous savez que là, la législation change et qu'il va y avoir une interdiction de louer les passoires thermiques. Et donc là, et puis ça coûte hyper cher à chauffer en plus. Ça pollue, ça coûte cher à chauffer et puis ça... Exactement, c'est une très grosse source de pollution, mais là, il faut beaucoup d'accompagnement de nouveau, parce que vous êtes seul face à parfois des gens qui veulent vous arnaquer pour faire de l'isolation. Vous êtes seul face à un plombier, un chauffagiste qui va vous dire ça vient de votre chaudière, puis vous allez demander à un ami qui dit mais si tu n'as pas refait l'isolation, pas la peine de changer la chaudière. Et puis l'isolation, on va vous dire l'isolation, il faut prendre tel type d'isolant. Et puis on va dire non, il ne faut pas faire l'isolation, il faut refaire les huisseries. Et donc moi, j'ai beaucoup poussé à ce qu'il y ait un dispositif qui s'appelle les accompagnateurs rénov', c'est-à-dire des accompagnateurs, un service public de la rénovation. Et c'est fait par nos collègues de l'ANA qui puissent accompagner les ménages dans cette démarche. Globalement. Alors, après la construction bâtiment, on va parler mobilité. Ça, c'est aussi un de vos sujets. Et on commence par Anne-Sophie, vue de Nouvelle-Aquitaine. Vue de Nouvelle-Aquitaine et de Limoges, c'est vrai qu'on le disait à l'instant, il y a une crise énergétique qui pousse les maires à réfléchir dans leur budget, à freiner et à faire des choix. Et donc, nous, à Limoges, par exemple, donc, on a vu des problèmes au niveau de la culture, mais du côté de l'énergie et des nouvelles mobilités, on avance, notamment avec la mise en place de bus à hydrogène qui vont arriver en
2025. Les premiers, ça va se décliner jusqu'en 2028. On a aussi une start-up qui vient d'être choisie pour développer des vélos électriques nouvelle génération, une nouvelle mobilité en ville. Et la Banque des Territoires aide aussi Limoges, et là dans un autre domaine, sur l'éclairage public. Voilà, donc vous avez beaucoup à faire dans ce domaine de la mobilité et des nouvelles énergies aussi. On a énormément à faire. On fait donc auprès des maires le renouvellement de leur flotte, exactement ce que vous décrivez. Et là aussi, c'est le choix des maires. Limoges choisit l'hydrogène, d'autres vont choisir les bus électriques, d'autres vont choisir de faire du tram, comme le maire du Havre. Après, on essaye d'aller au-delà. Par exemple, à Dijon, où là, François Rebsamen a fait aussi le choix de l'hydrogène, il a aussi une usine d'incinération qui va permettre de dégager l'énergie pour produire de l'hydrogène vert. C'est ce qui va se passer à Limoges. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Et donc là aussi, on va investir pour faire une station de production d'hydrogène. Et donc on accompagne le cycle entier pour que le cycle soit totalement vertueux. Et sur l'électricité, on est aussi très présent dans les bornes de recharge de véhicules électriques. Parce que c'est très très bien que nos concitoyens passent à l'électrique. Mais ce que vous disent quand même les concitoyens, ils disent qu'il faut des bornes. Et il y a un dispositif qu'on a lancé qui a très très bien marché, qui s'appelle Logivol Territoire, qui permet d'équiper les parkings des copropriétés. Quand vous êtes en maison individuelle, et c'est sans doute le cas à Limoges ou en zone rurale, bon, ben, vous installez ça dans votre garage. Mais quand vous êtes dans votre copropriété et que vous demandez à vos copropriétaires en disant de passer un fil et puis que la copropriété finance, généralement, vous êtes un peu mal accueilli. Donc là, c'est une filiale de la Banque des Territoires. Dans les logements sociaux, d'ailleurs, aussi, vous avez installé bien sûr, dans les logements sociaux. C'est une filiale de la Banque des Territoires, le Logivol Territoire, qui va faire l'avance et faire en sorte que la copropriété n'ait rien à payer. Donc c'est plus en milieu urbain que rural, là, pour le coup, les bornes. Alors, les bornes, là, c'est vraiment la recharge à domicile qui est quand même très, très important. Mais on travaille aussi sur les équipements en zone rurale et on travaille aussi même sur les autoroutes. Allez, les autoroutes, je vais la prendre d'ailleurs. Après la Nouvelle-Aquitaine, on part vers la Bretagne et Claire va nous parler de santé. Avec la téléconsultation. Oui, on va regarder d'abord le sujet de TBO, où il y a un nouvel outil de téléconsultation qui a débarqué en Bretagne. Regardez. Hop, nous entrons dans la cabine. Voilà, donc le patient s'installe. Donc il va commencer par introduire sa petite carte vitale. Il crée son dossier, en fait, en mettant ses coordonnées. Donc là, le médecin sera en visio avec vous et vous dira, par exemple, de prendre le thermomètre, l'autoscope, le tensiomètre et fera la prise de mesure à distance. Face à la pénurie de médecins et au délai de consultation toujours plus long, des pharmacies font le choix d'installer des cabines de téléconsultation. Un moyen pour les patients d'obtenir rapidement un rendez-vous médical. Les patients n'arrivent plus à prendre de rendez-vous, les médecins sont saturés. En ce moment, il y a il y a une grosse épidémie de grippe, etc. Donc des fois, il faut attendre une semaine pour avoir son rendez-vous. Là, effectivement, les gens viennent et sont directement pris en charge, je vous dis, en 10 minutes, quoi. 15 à 40 minutes pour obtenir une consultation médicale, au lieu d'une semaine pour une consultation chez un médecin. Les cabines présentent des avantages pour les déserts médicaux. Mais les médecins mettent les patients en garde, les cabines ne remplacent pas une consultation traditionnelle. C'est pour des problèmes très limités. J'ai peur qu'à partir de là, après, on s'en serve pour tout et n'importe quoi. C'est ça aussi qui me fait peur. Quand j'apprends que des cardiologues, par exemple, pourront donner leur avis, ça me dépasse un petit peu, par exemple. Les cabines de téléconsultation sont en libre service dans les pharmacies. En Bretagne, une 50aine de bornes ont déjà été installées. Une 50aine de bornes de téléconsultation. Oui. Alors, deux petites questions, puisqu'il faut aller très vite. Effectivement, est-ce que pour une grippe, on se dit que ça peut être utile? Est-ce que tous les médecins peuvent donner leur avis dans ce genre de borne? Et ensuite, est-ce que c'est une solution qui est pérenne à votre avis, ou c'est juste en attendant de pallier à un manque de médecins pour les faire revenir en... Vous voyez, est-ce que c'est la nouvelle... C'est ce qui nous attend dans l'avenir ou pas? Je ne suis pas un spécialiste de ce domaine-là. Mais vous êtes spécialisé en e-santé quand même. On a investi dans pas mal de start-up en e-santé parce que la préoccupation numéro 1 des maires, et notamment des maires ruraux, on a vu le maire qui était dans le Gers, c'est la création de déserts médicaux. Donc on est obligé d'apporter des réponses. Et je pense que la réponse, elle est multiple. Donc, elle est bien, c'est là déjà votre avis? Ça fait partie, à mon avis, ça fait partie des réponses possibles. Mais il n'y a pas que celle-là, il y a la création de maisons de santé, il y a aussi de la formation du personnel médical, il y a aussi de l'organisation du parcours de soins.
Donc je pense qu'il faut réinventer notre médecine parce que c'est vraiment le besoin le plus urgent. On a une population qui vieillit et on a une démographie médicale qui n'est plus installée. Il y a vraiment beaucoup de déserts médicaux. Je vous dis, c'est la préoccupation numéro 1 des élus quand je les rencontre sur le terrain. Donc ça peut se développer. 50 machines, ça pourrait être 100, 200... Tout à fait, je pense que ça va faire. Mais ça ne sera pas la seule solution. Ouais. Et ça, c'est un investissement de Banque des Territoires ou à mon avis, c'est un investissement dans une start-up où on essaie justement de faire beaucoup d'innovations. Et dans le domaine de l'e-santé, on a pris plusieurs participations dans des entreprises qui développent de l'e-santé. On passe... Juste, oui, est-ce que tous les médecins peuvent donner leur avis, à votre avis, de manière en vidéo comme ça, ou est-ce que... Alors, ce que j'ai vu, c'est que, vous savez aussi, dans la Caisse des dépôts, on détient BPI France, qui est un gros actionnaire de Doctolib. Et on a vu les téléconsultations, la Banque publique d'investissement et Doctolib, qui a été fondée par un garçon qui est un des anciens stagiaires de Sophie Nova, Stanislas Nioc-Château, a vu le nombre de téléconsultations exploser. Et la période de Covid a été l'occasion pour les Français, comme pour les médecins, de découvrir cette pratique de la consultation par vidéo. Mais comme le signait le médecin, on ne peut pas tout faire par vidéo. Commencer par la chirurgie, ça va être un peu difficile. Allez, ce qui va être très difficile aussi, c'est Alexis Marie, vous avez plus qu'une minute pour pouvoir Alexis, représentant du Centre Val-de-Loire. Je vais aller très vite. Au niveau de la santé, oui, par rapport au laboratoire Servier, le procès en appel du Mediator a démarré cette semaine. Vous parliez du soutien de la Banque des Territoires pour la santé. Est-ce que quand vous investissez auprès de laboratoires pharmaceutiques, est-ce que vous vous posez la question de savoir si oui ou non c'est vertueux à l'image de ce qui se fait pour la téléconsultation ? Oui, alors, on ne se le pose pas parce qu'on ne finance pas les laboratoires pharmaceutiques. La Banque des Territoires, elle finance que des affaires publiques, donc des collectivités locales ou des bailleurs sociaux. Donc, on n'est pas dans ce secteur-là. Notre intervention dans la santé, on va prêter aux hôpitaux. On va prêter aux résidences senior service, on va prêter aux EHPAD, mais on n'est pas présent sur le secteur des laboratoires. Ça vous évite des arbitrages épineux. Effectivement. Un de plus, parce qu'il y en a déjà pas mal à faire. On a vu l'étendue de vos compétences. Merci infiniment, Olivier Sichel. Merci à vous trois, merci aux télévisions locales, merci à vous derrière vos écrans. Merci. On se retrouve la semaine prochaine. Très bon début d'année et la suite aussi. Extra-local, avec la Banque des Territoires, la banque au service du développement de tous les territoires.